Bonjour, je m'appelle Jules de Buist et je fais partie du collectif Synergie. C'est un collectif par lequel on met en place des ateliers, des discussions, des débats. Une table ronde prochainement sur le sujet de la démocratie et de son exercice aujourd'hui. Donc au départ, pour vous expliquer notre démarche, ces ateliers étaient mis en place par l'intermédiaire du CCM, le Comité des citoyens montreuillois. Mais le problème de cela, c'était qu'il y avait une identification à une ville et que c'est pas le but, puisque le but c'est évidemment de rassembler et de pas exclure qui que ce soit, quiconque. Donc depuis un mois, on a créé Synergie, qui donc ouvre beaucoup plus les possibilités, qui permet qu'il n'y ait finalement pas d'autre attache qu'un horizon vers lequel on veut tendre. Le but de ce collectif est d'éveiller les consciences. C'est pas moi qui vais éveiller les consciences, c'est pas Nadia Boilac, c'est pas Hakim Loïc qui est là ou Sophie Bernard qui est au fond dans le coin de la salle. C'est plutôt nos discussions, nos rencontres, et puis ponctuellement le regard d'un spécialiste sur une question, comme par exemple Ivan Stefanovic, Étienne Chouard, qu'on va rencontrer dans la prochaine table ronde le 10 décembre, ou encore évidemment grâce à Loïc Blondiot qui est là avec nous aujourd'hui et donc qu'on remercie évidemment. L'objectif est donc par là qu'on s'approprie tous ce projet, qu'on s'approprie tous ce collectif et que eh bien, vous nous rejoignez tous. Pour l'instant, on est un petit groupe à organiser, on est quelques-uns, mais le but, c'est pas qu'on soit quelques-uns, c'est qu'on soit tous ensemble. Donc voilà, là on en est là, c'est très modeste, on commence aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner à la fin, mais ce qu'on sait, c'est qu'ensemble on peut faire quelque chose, quoi. Et donc à cet égard, on vous invite tous à nous rejoindre, et voilà, pour essayer de changer un peu les choses. Merci, c'est pas un exercice facile, c'est la première fois qu'il prend le micro, donc bravo Jules, c'est très bien. Moi je suis ravi en tous les cas de revoir des visages familiers, donc ça c'est très encourageant pour la suite. On a effectivement mis Synergie en place parce que ça commence à devenir vraiment nécessaire. Donc la prochaine date, comme l'a cité Jules, c'est une soirée débat qui aura lieu à Montreuil autour justement de la thématique de la corruption du pouvoir. Est-ce que le pouvoir corrompt? Est-ce que la corruption est inévitable? Comment peut-on justement éviter que ça arrive, si tant est que ça arrive? Donc il y aura Étienne Chouard, que certains connaissent certainement, Stéphanie Gibaud, donc, qui est une lanceuse d'alerte de l'affaire UBS, donc, qui elle viendra apporter justement son témoignage sur ce que c'est que d'avoir dénoncé quelque chose et quelle vie après on a, une fois qu'on est seul face à cette grosse machine qui se met en place. Philippe Pasco, qui est un ancien homme politique et qui aujourd'hui s'est retiré et écrit des livres, a écrit notamment Pilleurs d'État, si certains l'ont déjà lu, ou Délit d'élus. Donc lui, il fait un gros travail finalement sur comment améliorer la mécanique politique de manière à ce qu'il y ait moins de corruption. Et Ivan Stefanovic, donc, qui est un journaliste et qui justement, lui, a travaillé sur le Sénat. Donc ça fait 20 ans qu'il travaille sur le Sénat et comment en fait la mécanique justement fait que ces gens-là parfois sont sur la ligne et la franchissent. Donc pour vous décrire un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, très brièvement l'agenda du jour. Donc là on a commencé légèrement tard, mais c'est pas grave, je vais rattraper, vous inquiétez pas. Je vais vous présenter les articles de la Constitution qui permettent aux citoyens de participer à la vie publique et au processus décisionnel. Ensuite, je laisserai la parole donc, à Loïc Blondiot, que je vous présenterai très brièvement juste avant. Donc ce sera vers 14h35, je déborderai de 5 minutes, je vais essayer de faire vite. Ensuite, on aura 15-20 minutes d'échange. Donc je vous demanderai justement de ne pas me couper pendant son intervention, puisqu'il y aura justement une session de questions-réponses qui sera prévue. Ensuite, une pause, et puis après, ceux qui connaissent déjà, on va réorganiser la salle. On va faire des groupes de travail. Aujourd'hui, donc, on va travailler sur justement les outils qui permettent aux citoyens de participer aux organes décisionnels. Donc on verra qu'il y a certains articles de la Constitution qui justement traitent et qui nous donnent certains outils. Alors, à
vous après de réfléchir comment on peut les améliorer, si tant est qu'il faille les améliorer, ou les revoir. Donc ce seront les articles 11, 89, 60, 18.2, enfin de mémoire, je ne vais pas, on reviendra dessus. On finira par la restitution et la mise au vote, donc ce sera vers 18h. Donc toutes les propositions qui auront été faites au sein de chaque groupe seront mises au vote, et ensuite, normalement, on devrait vous libérer à 19h si tout va bien. Voilà. Alors, le petit instant promo, on a créé donc un site internet qui s'appelle synergie.org, dans lequel vous retrouvez justement tous les comptes rendus des journées que nous faisons comme aujourd'hui. Nous mettons en ligne ce que nous filmons, donc les conférences, et puis plein d'autres choses aussi. Tout le matériel nécessaire, les documents pour la Constitution, des constitutions étrangères, et puis plein d'autres choses. Le code électoral notamment. Et vous pouvez après nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. On a créé des canaux sur ces différentes chaînes. Et ensuite, vous avez une adresse à connaître, c'est collectif@synergie.org. Ça arrive dans nos boîtes aux lettres à tous. Donc c'est pas Hakim, c'est ni Jules, c'est ni Nadia, c'est ni Sophie, c'est tout le monde. Voilà. Donc comme ça, on vous répond rapidement. Alors pour entrer dans le vif du sujet, en fait, on a pour habitude de commencer les présentations en vous faisant travailler. Donc vous faire travailler, c'est juste d'abord vous demander votre retour d'expérience, vous en tant que citoyen. Si je vous pose la question, est-ce que dans la Constitution, pour ceux qui la connaissent, ou en tous les cas dans les institutions, est-ce que vous êtes capable de me citer des outils qui permettent à vous en tant que citoyen de justement participer dans les organes décisionnels? La question est complexe. Allez-y. Comité qui peut recevoir une pétition sur un thème et pour approcher le ministère concerné. Donc on peut faire des pétitions. Est-ce que vous voyez d'autres outils à notre disposition pour pouvoir justement participer? Le référendum. Est-ce que vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit? Le vote. Le vote. L'intervention au conseil de quartier. Conseil de quartier, oui. Et juré. Juré d'assises. Vous voyez qu'il y a quand même des choses qui reviennent, d'autres qui mettent un peu plus de temps à venir, et pour cause. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous présenter justement dans les textes existants quels sont les outils que les législateurs ont mis à notre disposition, nous, simples citoyens, pour essayer tout simplement d'aller soit faire entendre notre voix, soit d'aller les titiller un petit peu. Donc on va commencer tout simplement par la Constitution française. Dans la Constitution, vous avez dans son préambule le fait qu'elle reprenne d'autres textes. Le premier des textes, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Dans l'article 6, vous avez la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de conquérir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Donc vous avez dans les textes déjà décrit votre voix finalement. Vous avez la possibilité de concourir à l'écriture de la loi. Dans l'article d'un autre texte qui constitue justement la Constitution, qui est le préambule de la Constitution de 1946, article 7, vous avez « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Il faut voir que les syndicats n'ont pas toujours été autorisés en France. Donc, le fait que l'on reprenne le préambule de 1946, c'est intéressant. Vous pouvez donc vous exprimer votre voix en faisant partie d'un syndicat. Ensuite, ils ont repris la charte, ils y ont ajouté la charte de l'environnement de 2004. Article 7, vous avez toute personne a le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Donc là, on va plutôt parler de débat public, d'enquête publique. Et là, vous avez pas seulement la possibilité, mais même parfois le devoir d'y assister. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, beaucoup de citoyens se mettent dans une posture où ils reprochent beaucoup de choses, mais ne sont pas toujours au courant des outils qui sont mis à leur disposition. Alors effectivement,
Là, on ne parlera que des incidences sur l'environnement. Et vous avez déjà cet outil à disposition. Donc si on récapitule, vous pouvez exprimer votre mécontentement, ou en tous les cas ce que vous pensez, en votant pour des représentants. En étant vous-même un représentant. Vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez donc adhérer à un parti ou un groupement politique, ce qui n'a pas non plus toujours été le cas. C'est arrivé au milieu du 19e siècle, première fois 1830 aux États-Unis et 1902 en France. Adhérer à un syndicat et puis participer aux enquêtes et débats publics. Donc vous voyez que finalement, on a quelques outils qui, rien que dans le préambule, nous permettraient éventuellement de pouvoir essayer de discuter, de négocier des choses. Alors après, si on va plus loin, dans la Constitution de 1958, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, de la Ve République, vous avez les articles 1 et 3 qui citent « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions utiles », sous-entendu, tout le monde finalement peut se présenter, tout le monde peut prétendre devenir soit lui-même un représentant. Et ensuite, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Une fois que vous les avez vus, ces gens-là sont légitimes pour pouvoir faire les choses, et par la voie du référendum. Donc à tout moment, vous pouvez être questionné pour donner votre avis. Je vois déjà des visages qui foncent. Ce sera le dernier pour pas trop vous embêter en termes de lecture. Mais sachez que en 2008 et en 2003 et en 2008, il y a eu des réformes constitutionnelles qui ont ajouté justement deux aspects pour encore plus amener d'outils pour vous permettre à tous les citoyens d'avoir de nouveaux outils. Le premier outil, c'est la pétition. Donc désormais dans la Constitution figure le fait que par voie de pétition, vous pouvez, si vous avez réussi à fédérer autour de vous, vous pouvez justement faire porter une voix. Et ce droit a été ajouté, a été complété en fait par le droit de pétition auprès des collectivités territoriales. Donc vous pouvez effectivement aller titiller votre collectivité territoriale grâce à ce fameux droit de pétition. On va voir en effet comment les gens vont l'utiliser. Donc finalement on ajoute deux outils constitutionnels que sont le référendum et créer ou signer une pétition. Alors attardons-nous 2 petites secondes sur le référendum. C'est vrai que le référendum permet à un gouvernement de questionner sa population. Le seul problème, c'est que depuis 1958, donc depuis le premier jour finalement de la Ve République, on dénombre 9 référendums, 8 ont été à l'initiative du gouvernement, et un seul a été provoqué par l'article 89 qui était la révision de la Constitution. 9 référendums. Ce sont des sources tout à fait officielles du Conseil constitutionnel, et on voit que parmi les 8 qui ont été proposés, seulement 6 ont été adoptés. Alors je dis seulement, c'est déjà bien, c'est plus que la majorité, et celui de la révision a été adopté lui aussi. On s'aperçoit que finalement, comme ça vient d'en haut, on est plutôt sur un outil de consultation, du haut vers le bas. Et on voit aussi que, en général, quand la question est posée, la réponse est déjà admise, déjà acquise pour ceux qui la posent. On l'avait déjà vu dans d'autres ateliers, on le fera plus tard, comment justement on peut faire dire aux gens ce qu'on a envie qu'ils disent. Donc c'est un outil qui n'est pas parfait. 1, parce qu'il n'est pas souvent utilisé, et 2, parce qu'on ne peut pas amender. Je ne peux pas dire je ne suis pas d'accord avec la question. Est-ce que je pourrais rajouter une virgule? Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Non, on vous demande oui ou non. C'est un sondage. Un sondage à l'échelle nationale. Un sondage qui nécessite en amont que vous puissiez en discuter localement, avec éventuellement vos partenaires sociaux ou vos amis, ce que vous voulez. Et rien n'est réellement fait pour que justement vous puissiez en discuter. Donc ce n'est pas un outil finalement qui est très très utilisé. Les outils usuels que l'on a à notre disposition sont le fait, depuis 1901, de pouvoir créer des associations. Je rappelle juste qu'un parti politique est une association. Donc vous pouvez créer votre association, participer à la concertation publique. Donc tout à l'heure vous avez cité les conseils de quartier.
Vous avez aussi des conseils de jeunes, des conseils d'aînés, et ça dépend, c'est certaines communes qui décident de faire ou pas. Ensuite, vous avez la possibilité de répondre au sondage. Les gens vous posent des questions, vous avez le droit d'y répondre. Ensuite, vous pouvez manifester, faire la grève. C'est un droit. Vous pouvez sortir dans la rue et aller exprimer votre mécontentement. Vous pouvez appartenir à une assemblée autonome, conseil ouvrier, qui ont plus des caractères insurrectionnels, historiquement. Ils sont plus prévus pour être des outils de conflit. Ou des assemblées générales. Peut-être des assemblées générales de copropriété, vous connaissez ce genre de choses. Ce sont des assemblées autonomes qui peuvent dire des choses et prendre des décisions. Et enfin, vous pouvez vous constituer en lobby ou en groupe de pression. Aux États-Unis, ça marche beaucoup. Les class action, ce genre de choses, ils sont très coutumiers du fait. Donc rien ne vous empêche de vous constituer en lobby. Le lobby n'est pas interdit en France. Donc vous pourriez un groupe de pression et puis aller décider d'en découdre. Des nouveaux outils ont été ajoutés depuis les années 2000 qui, eux, ont plus un caractère participatif. Alors, comme on a déjà fait un atelier sur le sujet, je vais juste vous les citer, mais si vous voulez qu'on revienne dans le détail, on pourra à la pause, il n'y a aucun souci. Vous avez à votre disposition les jurys de citoyens, le budget participatif, la conférence de consensus, les sondages délibératifs, les assemblées citoyennes, comité de village, Landsgemeinde, je vais vous montrer une petite vidéo sur ça, l'Assemblée constituante, le Sénat citoyen que l'on a reçu la semaine dernière, le mois dernier. Et enfin, le référendum d'initiative populaire, donc là c'est plutôt un outil qui a lieu en Suisse, ce sont des outils qui existent et que l'on pourrait éventuellement promouvoir, de manière à ce que ça puisse avoir éventuellement le jour sous une forme ou une autre en France. Et puis vous avez le secours de la technologie récemment, qui par le biais des civic tech, certains peut-être ne connaissent pas ce mot-là. Les civic tech, en fait, c'est tout simplement les outils technologiques qui viennent au secours de la citoyenneté. Certains peut-être en connaissent quelque chose comme STIG, Démocratie OS, ce sont des choses qui vous disent quelque chose, non? Oui, je vous ai fait, c'est obligé. Très bien. Bon, bah, sachez qu'on va faire aussi un atelier sur la civic tech, de manière à ce qu'on voit, moi étant moi-même informaticien, je vois très bien quelles pourraient être les limites de tels outils et quelles pourraient en être les dérives. Donc ce sont des bons outils, mais qu'il va falloir expérimenter. Tous ces outils-là sont plutôt des outils participatifs de co-élaboration. Aujourd'hui, les gens de pouvoir font appel à ces outils à deux titres. Souvent pour se donner une légitimité supérieure parce qu'ils estiment qu'ils ne l'ont pas, ou alors tout simplement pour faire une opération de communication. Ils font travailler des gens. Les gens sont très sérieux, ils font des choses très bien, et après ils se laissent le droit évidemment de dire si oui ou non ils suivront les conclusions de ce document. Donc là, je vais vous présenter une initiative qui se passe en Suisse. Ça va durer 6 minutes 30. Et là, vous allez voir finalement ce que peut être une assemblée qui décide de voter ses propres lois sans organe décisionnel élu. Ça s'appelle donc les Landsgemeinde. Et il faut pour être tout à fait honnête et tout à fait objectif, c'est quelque chose qui est très très ancien en Suisse, qui était très développé, et aujourd'hui il n'y a plus que 2 langues qui ne traitent de cette méthode. Pour un tas de raisons, parce que parfois c'était pas très pratique, d'autres fois parce que tout simplement les citoyens se sont détournés en se disant bah, c'est tellement plus simple finalement d'élire un représentant plutôt que de devoir aller s'embêter à voter. Donc je vais vous présenter cette petite vidéo. C'est une interview donc, de Antoine Chollet, qui est un politologue suisse, aussi enseignant en sciences politiques. Je vous laisse écouter, on reviendra tout de suite. Et comment expliquer cette particularité politique quand même des citoyens qui votent eux-mêmes leurs lois? Je crois qu'il n'y a pas grand monde dans le monde qui peut en dire autant. D'où ça vient un peu cette pratique? Bon, c'est une vieille pratique à Glaris, puisqu'elle date du Moyen-Âge, mais elle a été maintenue après 1848, contrairement à certaines autres Landsgemeinden en Suisse.
Alors, en effet, chaque année, le premier dimanche de mai, les citoyens et citoyennes glaronnaises se rassemblent sur la Zaunplatz, donc où on se trouve aujourd'hui, et vont passer 3 heures, 4 heures, parfois 5 heures à discuter, à débattre et à voter de leurs lois, du niveau des impôts pour l'année à venir, des constructions, des investissements, des dépenses du canton. Et chacun peut intervenir dans les débats et peut faire des propositions, des contre-propositions, des amendements aux lois qui sont passées. Donc parfois les discussions sont assez longues. Donc il y a une objection qui est assez courante quand on parle de démocratie directe, c'est par rapport au nombre justement. Et donc là on est quand même dans un canton, donc il y a 26 cantons en Suisse, donc on est sur une grande échelle quand même, il y a quand même pas mal de personnes. Donc est-ce que ça pose des problèmes techniques? Comment ça s'organise un peu? Bon, le canton a à peu près 40 000 habitants maintenant, dont 30 000 citoyens et citoyennes. Parmi lesquels, bon an, mal an, entre 5 et 10 000 participent à la Landsgemeinde, pas forcément à l'intégralité. Certaines fois, quand il y a des sujets extrêmement contentieux, il y a plus de personnes qui arrivent à une heure précise pour voter. Ce qui signifie un taux de participation, disons, un peu en dessous d'un tiers en général. Mais comme on le voit, la place est quand même relativement grande, donc elle peut accueillir en tout cas jusqu'à 10 000 personnes. Et ça peut arriver qu'il y ait 10 000 personnes qui participent à la décision. Et les débats se passent de manière très disciplinée, c'est-à-dire que le Landamman, donc le président du gouvernement, dirige les débats, donne la parole aux uns aux autres et ensuite organise les votes. Et là aussi, on le verra demain, les votes se déroulent assez rapidement, à main levée, avec le carton de vote qui est montré pour voter oui ou non. Et le Landamman doit juger de la décision majoritaire. La plupart du temps, c'est relativement facile parce que jusqu'à un rapport de 60%, 40%, on le voit relativement clairement. Quand on s'approche des 50-50, c'est un peu plus difficile. Des fois, il faut revoter, refaire voter, et puis ensuite, il y a une décision finale qui est prise. Mais en réalité, la délibération et la décision finale se prennent relativement efficacement. Surtout si l'on compte qu'il n'y a qu'une seule réunion annuelle qui va voter de toutes les lois pour l'année à venir. Donc, finalement, 4 ou 5 heures de réunion pour toute une année de législation, d'une certaine manière, c'est pas si important en fait. Et si on compare avec un système représentatif comme on peut trouver dans d'autres cantons ou dans d'autres pays, est-ce qu'il y a une particularité justement, des choses qui ne seraient pas possibles dans un autre système que les citoyens font actuellement? Ils se défendent peut-être mieux contre certaines injustices. Est-ce que tu peux dire un peu les différences? Par exemple, pour la compétence, est-ce que les citoyens sont compétents finalement pour voter les lois? Bon, ça, c'est à eux de l'estimer, disons. S'ils viennent à la Landsgemeinde, a priori, ils se sentent compétents de le faire. L'immense différence par rapport aux autres cantons, où existent partout des référendums, des initiatives, c'est-à-dire des moyens d'agir sur la législation, c'est qu'ici, à Glaris, et c'est le seul canton qui le fait, qui le permet, les citoyens peuvent intervenir sur la législation elle-même, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer des amendements aux lois qu'on leur propose au vote, en venant le jour même, en s'inscrivant sur la liste de parole. Ils ont ensuite 5 minutes pour parler et défendre un amendement qui sera ensuite mis au vote. Donc il y a véritablement une action directe des citoyens, et même d'un citoyen tout seul, sur la législation cantonale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, en tout cas pas possible aujourd'hui, avec le système référendaire. Donc là, c'est un ajout important. Et puis l'ajout par rapport ou l'apport par rapport au système représentatif traditionnel, c'est bien sûr le fait de voter ces lois. Mais ça, le système référendaire le permet alors de manière résiduelle, mais il le permet quand même. D'accord. Si tu viens ici, c'est aussi parce que c'est un système qui t'intéresse. Peut-être qu'on pourrait l'exploiter pour d'autres communes, dans d'autres pays, dans d'autres choses. Qu'est-ce que tu trouves vraiment positif dans la démocratie directe en fait? Bon, ce qui est intéressant avec l'exemple glaronnais, c'est qu'il montre, disons, jusqu'à quelle population c'est possible. Je ne suis pas sûr que ce serait possible avec une population beaucoup plus importante qu'à Glaris, mais avec 30 000 citoyens,
une participation entre 5 et 10 000 personnes une fois par année, c'est tout à fait jouable, tout à fait gérable. Étant entendu évidemment qu'il y a une très forte institutionnalisation de la pratique à Glaris. C'est des gens qui le font depuis des dizaines d'années. La Landsgemeinde elle-même a plusieurs siècles. Enfin voilà, c'est quelque chose qui s'est mis en place, qui s'est institutionnalisé progressivement, ça c'est tout à fait évident, mais qui donne, qui montre tout simplement que l'autolégislation n'est pas un pur mythe, n'est pas quelque chose d'impossible ou une espèce de vue de l'esprit ou alors des reconstructions mythifiées du passé, comme si l'on songe à Athènes par exemple. Donc c'est quelque chose qui est possible. Et puis ensuite, l'avantage moi que je vois tout de même, c'est une participation d'un autre type ou d'une autre qualité. C'est pas du tout la même chose de faire partie de l'Assemblée qui va voter les lois, que bien sûr d'élire des représentants qui ensuite vont voter des lois, ou même que de voter lors d'un référendum. Et là je rappelle cette possibilité d'intervenir sur les lois elles-mêmes, d'intervenir sur les textes, d'intervenir sur les propositions faites par le gouvernement ou par le Parlement, qui rend, disons, l'Assemblée véritablement pertinente. Parce que s'il s'agit simplement de dire oui ou non, effectivement, on peut remplacer ça par des référendums. Ça n'a pas beaucoup de sens de s'assembler. Ça a même plutôt toute une série de défauts, parce que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ce jour-là ne peuvent pas venir. Des gens qui devraient travailler ce jour-là ne peuvent pas venir non plus. Enfin, il y a toute une série de problèmes. Il y a le vote ouvert, quand même, qui, là aussi, parfois, pose certains problèmes. Alors que si l'on peut intervenir directement sur la législation, là, c'est tout à fait fondamental. Enfin, c'est un apport important que l'on puisse se rassembler. Eh bien, merci à lui. Alors, vous voyez, finalement, on a sous les yeux des outils qui peuvent être assez intéressants, qui peuvent être utilisés aussi, qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont peut-être pas utilisés comme il le faudrait. En tous les cas, le Landsgemeinde est un exemple de démocratie directe qui a certainement inspiré comme Nuit debout, avec le même concept, le fait de s'y réunir tous sur une place, le fait d'avoir des codes communs, de voter. Mais on voit que finalement, Nuit debout n'a pas abouti, n'est pas allé au bout finalement de sa vie. L'idée, c'est de se poser la question pourquoi finalement ces différents outils. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci dès qu'on touche à ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc on a des points avec ces outils. Alors pourquoi? Parce que la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de démocratie directe alors qu'on a des outils qui sont à notre disposition dans la Constitution? Est-ce que le peuple n'en veut pas? Est-ce qu'il s'en fiche, tout simplement? Est-ce qu'il préfère justement avoir des représentants? On est tous ici dans cette salle, mais on n'est pas représentatif de toute la population française. Donc est-ce que la population française ne veut pas de ce type d'outil, ou en tous les cas ne veut pas en faire usage? Est-ce qu'elle n'est pas prête? Est-ce que tout simplement l'éducation nationale, la société civile, les médias n'ont pas fait leur travail pour éduquer les gens pour pouvoir utiliser ces outils? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment sensibilisé? Est-ce que nos institutions ne font pas suffisamment de campagne? Est-ce qu'on n'en parle pas assez autour de nous, entre nous? Est-ce que tout simplement ces outils sont-ils bons? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas en inventer des nouveaux? Et là on est tous ensemble pour justement se poser cette question. Est-ce que les outils qui sont à notre disposition ne sont pas juste des leurs et il faudrait peut-être en créer des nouveaux? Et tout simplement, est-ce que ce n'est pas le pouvoir qui n'a aucun intérêt à ce que ces outils-là voient un jour le jour? Ou est-ce que c'est juste une vue d'esprit, nous, des citoyens, vus d'en bas? Donc c'est toutes ces questions qui font que aujourd'hui on a invité Loïc Blondiot, puisque, comme l'a dit tout à l'heure, on n'a pas la prétention d'avoir les réponses. En tous les cas, on est tous ensemble pour y réfléchir. Et on a besoin justement de personnes dont c'est le métier, les sujets de thèse, le travail au quotidien, pour qu'ils puissent justement nous apporter des arguments, ou en tous les cas des éléments de réponse. Donc je suis vraiment ravi que Loïc Blondiot ait accepté de venir aujourd'hui. Pour vous présenter Loïc Blondiot, donc il s'agit d'un professeur en sciences politiques à la Sorbonne, qui est chercheur au CNRS, président du conseil scientifique du GIS, Démocratie et Participation. Il est aussi directeur de publication de la revue Participation et auteur de 2 livres,
la fabrique de l'opinion et le nouvel esprit de la démocratie. Donc je le laisse s'installer et puis je vous remercie donc de ne pas interrompre pendant sa conférence et n'ayez crainte, il y aura une session de questions-réponses pendant 20 minutes après. Merci beaucoup. Alors...